Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur CAM 24. Bon début de semaine à regarder votre télé. Les titres de cette édition 20h du 6 mai 2013. Crise à la Citrafer, les employés occupent une fois de plus les rails. Ils ont paralysé l'entrée nord de la gare marchandise de Yaoundé ce 6 mai 2013 au lieu-dit et pont de l'Igdoua, ainsi en paralysant également le trafic sur le transcamerounais. Il faut dire que les grévistes Jacques Bimaï et son président de conseil d'administration, Jean-Marie Bida, revendiquent 6 mois d'arriérés de salaire. Agriculture, la campagne agricole de 2013 est ouverte. Le lancement officiel a eu lieu ce 6 mai 2013 en Gaoundéré, sous la conduite de Lazare Essim-Meigné, c'est le ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour le compte des 3 régions septentrionales du pays. À l'occasion, le représentant des producteurs du Grand Nord en a profité pour égrener un certain nombre de problèmes qui constituent un frein à la mise en œuvre d'une agriculture de seconde génération en bonne place dans les discours du gouvernement. Et puis en sport, Raymond Demenec sur le banc des Lions indomptables du Cameroun, tout porte à croire que le Français, ancien sélectionneur de tricolore, pourrait remplacer Jean-Paul Akono à la tête de l'équipe nationale Fagnon. Une émission officielle camerounaise séjourne actuellement en Hexagone pour les besoins de la cause. Le sujet fait débat et même grand bruit au sein de l'opinion publique, tout comme l'élection à la Ligue de football régionale du littoral qui a été déportée en ce lundi dans la capitale politique du pays. De toute cette information, nous parlons en deuxième partie avec Michel Asteba. C'est lui, il est donc le responsable des services des sports sur CAM 24. Bonsoir Michel. Bonsoir Constant Icole. Il faut dire que, parlant justement de l'actualité autour de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Pierre Semengue a encore fait parler de lui cet après-midi. Tout à fait. Le président de la Ligue de football professionnel a donc limogé son secrétaire général. Celui-ci se fait remplacer par Mme Thérèse Manguelet, qui assure donc l'intérim. L'information, vous le dites, fait la grande une des journaux depuis cet après-midi. Certainement, nous y reviendrons en deuxième partie. Très bien. C'est donc une façon pour nous de planter le décor. Le temps de vous retrouver vers la fin de ce journal. On déroule le journal dans son entièreté. On a donc dit en titre, c'est encore la Citrafer qui revient au devant de la scène. Ils ont donc été, une fois de plus, à investir la voie ferrée ce 6 mai 2013. C'était à l'entrée nord de la gare marchandise de Yaoundé au lieu-dit pont de l'Igdoua, paralysant ainsi le trafic sur le transcamerounais. Les grévistes de la Citrafer exigent le départ du directeur général de la structure, Jacques Bimaï, et son président du conseil d'administration, Jean-Marie Bida. Ils revendiquent 6 mois d'arriérés de salaire. Résultat, la Camraille a ordonné un arrêt momentané de la vente des billets sur l'itinéraire Yaoundé-Gaoundéré. Les détails, Salmon Fouet, Alexis Claude Amougou, Stéphane Bonjo pour le récit. Le train couchette en provenance de Gaoundéré n'a pas pu vider son contenu à la gare voyageurs de Yaoundé ce 6 mai 2013. La locomotive et la dizaine de wagons bourrés de passagers ont été stoppés du fait d'un sit-in sur les rails organisé par une centaine d'employés de la Citrafer. Encerclés par des forces de maintien de l'ordre, les grévistes font état de 6 mois de salaire impayé, le non-reversement des cotisations sociales à la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, le non-reversement des retenues syndicales, l'exigence d'une police d'assurance pour employés. Je suis le point de départ parce que tout ce qui a été évoqué la fois dernière, rien n'a été résolu. On a réclamé 7 mois d'arriérés de salaire, 4 ont été payés, 3 sont restés en essence. Auquel on nous a fait comprendre que ça devait être reversé dans les actions jusqu'à aujourd'hui. Rien n'est arrivé. On a repris le travail, on a encore fait 3 mois, pas de salaire toujours. Donc nous totalisons, il y a 6 mois d'arriérés de salaire. Raison pour laquelle on est revenu sur la case de départ. Les grèves récurrentes à la Citrafer sont essentiellement dues à la mauvaise santé financière de cette entreprise dont le capital social est passé de 3 milliards à 600 millions de francs CFA. Une chute drastique du chiffre d'affaires que le directeur général impute à la concurrence déloyale que lui imposerait son partenaire Camraille qui, dit-il, fait usage abusif d'un monopole dominant. En face, la Camraille déplore 5 semaines d'arrêt de travail depuis avril 2012 à cause des grèves successives à la Citrafer. En l'absence de toute négociation sérieuse, le train est resté immobilisé à 1 kilomètre de sa destination et la Camraille, qui se dit victime de cette situation, a décidé d'un arrêt momentané de la vente des billets sur l'itinéraire Gaoundéré-Yaoundé. Une situation qui entraîne d'énormes dégâts collatéraux sur les économies de la partie septentrionale du pays et chez certains États voisins, dont le Tchad et la République centrafricaine. Rappelons que la dernière occupation de la voie ferrée au même endroit et par les mêmes acteurs remonte au lundi 7 janvier 2013. Il a pu, lui, se rendre en Gaoundéré, c'est dans la partie septentrionale du pays. Et lui, c'est Lazare Essim-Meigné, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. C'était pour lancer la campagne agricole
pour le compte des 3 régions septentrionales du Cameroun. À l'occasion, le représentant des producteurs du Grand Nord en a profité pour égrener un certain nombre de problèmes qui constituent un véritable frein à la mise en œuvre d'une agriculture de seconde génération en bonne place dans les discours du gouvernement depuis quelque temps déjà. Les détails, c'est avec Joseph Moifo et Eric Tichou pour le récit. Sensibiliser, encourager et attirer l'attention des agriculteurs, des encadreurs du monde rural et des opérateurs du domaine agricole sur l'importance d'une bonne préparation de la campagne agricole. Tel est le but premier de la descente du ministre de l'Agriculture et du Développement rural ici à Ngaoundéré. C'est la localité de Tibati, chef-lieu du département du Djirem, région de la Damawa, qui a été retenue pour abriter cette 9e édition du lancement de la campagne agricole pour les régions du Nord, de l'Extrême Nord et de la Damawa. La cérémonie très courue a connu, outre la présence effective, Abaka Ahamad, numéro 1 de la région du Château d'Eau, celle des directeurs généraux des sociétés sous tutelle du Minader, mais aussi celle des représentants résidant au Cameroun de la FAO. Un moment pour les responsables en charge de l'agriculture et du développement rural de dresser le bilan de la campagne agricole 2012 et énoncer pour la même occasion les orientations et les dispositions prises pour la campagne en cours. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce jour et en cette occasion solennelle marquant la 9e édition du lancement officiel de la campagne agricole dans la partie septentrionale de notre pays pour joindre ma voix à celle des orateurs qui m'ont précédé et souhaiter à vous tous une chaleureuse et cordiale bienvenue à Tibati, capitale du septentrion pour la circonstance. Entre autres difficultés évoquées, l'enclavement de certains bassins de production qui entravent l'acheminement des produits agricoles vers les pôles de consommation, l'indisponibilité et la cherté des engrais ainsi que la qualité douteuse des produits phytosanitaires. Dans son propos, Essimi Meigné a salué le travail des seigneurs de la terre de la partie septentrionale qui ont en 2012, malgré les contraintes endurées, réalisé un bilan céréalier globalement positif. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, en lançant cette campagne agricole, a annoncé la signature avec l'Institut de recherche agricole et de développement IRAD d'une convention pour la production des semences de maïs hybrides à très haut rendement. Toujours au chapitre de la coopération, le Minader a signé une autre convention en vue de la création de 3 fermes agricoles de première catégorie de 2000 hectares minimum avec une mécanisation très poussée. C'est par la remise d'un important don de matériel agricole et d'intrants agricoles que la cérémonie a pris fin. Restons dans le domaine de l'agriculture pour parler cette fois de cet administrateur provisoire qui vient donc d'être positionné à la tête de la Fédération des producteurs du tabac de la région de l'Est. Jean-Marc Samba, installé dans ses fonctions par le gouverneur de la région, Samuel Ivahadi Bora, a été nommé dimanche soir par Essimi Meigné Lazare, le ministre en charge du domaine de l'agriculture et du développement rural au Cameroun. Sa nomination intervient au moment où cette structure tabacole était en agonie à cause des conflits de leadership entre les anciens dirigeants et la distraction des fonds mis à la disposition des agriculteurs. La cérémonie d'installation s'est déroulée à la salle de conférence de la Caisse nationale de la prévoyance sociale de Berthois. Des précisions avec Ernest Ateba, Roméo Tignan et Divinapi. C'est depuis plus de 5 ans aujourd'hui que la filière tabac dans la région de l'Est peine à produire des résultats escomptés par le gouvernement qui, à travers le projet Partec, avait débloqué 150 millions pour le lancement de la filière. Mais très vite, celle-ci s'est confrontée à d'énormes difficultés, entre autres les distractions des appuis financiers et matériels octroyés aux agriculteurs par l'État, causant des grèves régulières, les conflits du leadership, une goutte d'eau qui est venue déborder le vase. C'est au regard de cette situation que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, de passage à l'Est, a décidé de sceller l'entreprise et de nommer un administrateur provisoire dont les prouesses en matière d'agriculture ne souffrent d'aucune infirmité. Nous tenons à dire que l'acte posé aujourd'hui, c'est un acte provisoire, un acte de transition pour remettre de l'ordre. Et il faudrait que, n'est-ce pas, quand ces esprits se seront estompés, que tous ces protagonistes reviennent sur la meilleure table avec l'administrateur pour trouver ainsi des solutions définitives. Donc pour nous, il est question, n'est-ce pas, de ramener la paix et que
cette filière connaisse sa relance normale. Le nouvel administrateur provisoire nommé par l'État devra entre autres ressortir l'actif et le passif de la FPTC, de reconstruire le fichier exact des planteurs, mais aussi de suivre les dossiers de fédération des planteurs de tabac pendant dans les juridictions. Ingénieur en agriculture et par ailleurs ancien employé de la FPTC et fils de l'Est, parce que né à Abamban le 14 juin 1952, n'aura pas la tâche aisée, mais il entend composer avec tout le monde pour remettre la filière sur les rails. Nous allons adopter une attitude de rassemblement et travailler avec tout le monde. Nous ferons appel à tout le monde. Même ceux qui ont claqué la porte hier, ils sont les bienvenus. Pourquoi? Parce que cette mission qui nous est confiée n'est pas confiée à nous seuls. Ce sont les tabaculteurs qui font le tabac. Et c'est sur eux, c'est eux le socle. S'il n'y a pas de tabaculteurs, il n'y a pas de tabac, il n'y a pas de FPTC. Au sortir de cette cérémonie, le gouverneur a fait savoir aux agriculteurs divisés en deux camps à éviter l'esprit de manipulation et que ceux qui ont des intérêts autres que le développement de l'Est sachent qu'on ne défie pas l'État. Parlons cette fois de la jeunesse et de l'éducation civique avec le ministère en charge du domaine qui harmonise les pratiques professionnelles sur le terrain. C'est en tout cas l'objectif principal de la rencontre des responsables des services centraux et déconcentrés, ouverte depuis ce 6 mai 2013 au palais des congrès de la ville, capitale politique du pays, par le ministre Ismaël Pierre Bidoumpat. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondoabin et Serge Tetka. Pendant les 2 jours de travaux placés sous le thème « Harmoniser des méthodes d'intervention des professionnels de jeunesse et d'animation dans la réalisation des missions du MINJEC », il est question de favoriser l'appropriation des missions du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique en concordance avec le nouvel organigramme gouvernemental du 28 novembre 2012 et d'harmoniser les pratiques professionnelles sur le terrain. Cette rencontre trouve donc son fondement dans la définition et le partage de la nouvelle vision de nos interventions sur le terrain, afin de faire davantage du cadre de jeunesse et d'animation un acteur majeur dans le développement économique, social et culturel du pays, qui doit permettre aux populations de changer de comportement en vue de leur assurer un meilleur épanouissement en termes d'amélioration de leurs conditions et modes de vie. Il s'agit pour le professionnel de jeunesse et d'animation d'éveiller les potentialités des citoyens cibles, de les développer pour qu'ils tendent toujours vers le mieux-être et le pouvoir plus. Selon le ministre, ces cadres doivent être sur le terrain des aiguillons qui raffermissent en permanence le sens civique et patriotique des populations en général et des jeunes en particulier. Ceci pour faire du Cameroun une république exemplaire, une nation respectée à l'extérieur, un État juste qui assure l'égalité des chances, bref, un pays où la richesse nationale sera équitablement repartie. Des communications seront suivies des travaux en atelier afin de parvenir à une vision commune relative aux meilleures stratégies à mettre en place en vue d'atteindre les objectifs assignés au MINJEC vis-à-vis de la jeunesse qui doit être guidée dans ses choix. Préparer à une bonne insertion dans la vie professionnelle, protéger contre les dérives éventuelles par le renforcement de sa formation morale et civique. L'ouverture des travaux a eu lieu en présence du gouverneur du centre, Roger Moïse Eyenenlom, des ministres de l'Éducation de base, Mme Youssouf Adidja Alim, de la promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abenondo Obama, de l'emploi et de la formation professionnelle, Zachary Perevet, et du ministre chargé de mission à la présidence, Philippe Mbargamboua. Clin d'œil à la sécurité, ou alors à la sécurité civile dans cette édition d'information. Comment vole-t-on au secours des personnes au Cameroun? L'interrogation s'impose à plus d'un. À Douala, la capitale économique du pays, des incendies, des cas d'agression, encore des accidents de la circulation animent quasiment le quotidien des citadins. Il faut dire que des cas d'urgence et qui, le plus souvent, ne laissent aux victimes que leurs larmes pour se consoler. Pourtant, une incursion dans cet univers laisse tout de même entendre qu'il existe des numéros divers pour servir afin d'éviter le deuil à de nombreuses familles. Explication Jean-Jacques Odoa, Sadou Mamoudou. C'est plus qu'une évidence, le 117, 118, 119 ou encore les numéros d'urgence des services hospitaliers sont les premiers réflexes des citoyens en cas d'urgence. Seulement voilà, près de 70% des appels en direction de ces numéros gratuits restent infructueux. Par rapport aux services d'urgence,
soit le 117, soit le service des hôpitaux, soit les sapeurs-pompiers. Lorsqu'il y a un incendie ou soit un coup de vol ou soit un cas de malade, tu te conduis peut-être à base de ton téléphone pour joindre l'un d'eux. Bon, soit ils viennent en retard, le plus même, ils ne viennent pas. Si c'est le 117, quand pour eux, c'est déjà une maladie. Et quand tu les appelles, ils demandent d'abord si les brigands sont armés ou pas. Et dès que tu réponds oui, eux, ils sont plus avec toi. Hein. Le 118, le 124, le 117 et les services d'urgence à l'hôpital sont des services qui ont été mis en place pour essayer de secourir la population en cas de besoin. Bon, en espérant que ces services font vraiment leur travail, mais il arrive quelquefois, puisque moi je n'ai jamais sollicité ces services, que les populations se plaignent quelquefois que lorsqu'ils arrivent, ces services ne sont pas toujours disponibles. Mais tout n'est pas sombre dans les cieux de services d'urgence. Ces services sont toujours, surtout le 120, 118, 124 sont vraiment très nécessaires, d'autant plus qu'on a souvent les coups de vol, les cas d'incendie, les cas d'accident, quelquefois que les gens sont appelés à soit succomber à ces attaques-là. En cette haute édition de la Journée de la sécurité civile, les limites des dispositions gouvernementales sont restées dommables en dépit de l'accompagnement d'un certain nombre de municipalités apparentant de sources concordantes. Au total, les différents maillons de la société civile doivent plancher sur l'approche qualité, mais surtout les services d'urgence doivent répondre en urgence en cas d'appel d'urgence. Aux fidèles dévoués, l'Église reconnaissante, la Cameroun Baptist Convention vient de consacrer 200 chrétiens venus des 10 congrégations religieuses à travers le pays. C'est au terme de 2 semaines d'apprentissage de la grammatique de l'enseignement de la Bible à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Les détails avec Christian Véné et Sadou Mamoudou, une fois de plus. Cette rencontre de Bamenda est un prolongement du rendez-vous de Limbi dans le sud-ouest. Pendant près de 15 jours, les chrétiens, 200 au total, venus de plusieurs obédiences, ont reçu des enseignements sur les contours de l'art dramatique. Pour le coordonnateur de cette initiative, la conception, puis la réalisation des films chrétiens selon les canons spirituels est le lieu pour les fidèles présents à ce regroupement d'exalter la présence du Christ en eux, en tout lieu et en toutes circonstances. Bien plus, ces retrouvailles de la capitale régionale du Nord-Ouest à laquelle était convié le délégué de la culture a permis de distinguer les participants, lesquels ont repris ce célèbre passage biblique « Les voies de Dieu sont insondables ». En santé cette fois, les hommes des médias sont à l'école de la communication sur la malnutrition et les maladies associées. Un atelier de 3 jours est ouvert depuis ce lundi 6 mai 2016 à la salle de conférence de Garoua en vue donc d'outiller les professionnels des médias de proximité aux techniques d'animation et de création des programmes sur la malnutrition et les maladies dérivées. On fait le point avec Amadou Bello et Bintou Akoum. La rencontre présidée par le délégué régional de la santé publique pour le Nord, Souleymane Yaya, avec l'appui technique de l'OMS, regroupe les animateurs des différentes radios opérationnelles dans le paysage médiatique du Nord. Au sortir de cette session de formation dirigée par des animateurs en français et en fulfulde, ceux-ci verront au bout de 3 jours d'échange, d'expérience, leur capacité renforcée en matière de communication pour la prévention de la malnutrition chez les femmes et les enfants de moins de 5 ans. L'OMS a estimé qu'il était important d'accompagner le gouvernement et le ministère de la Santé publique dans la lutte contre ce problème de santé publique. Et vous savez, aujourd'hui, pour atteindre la communauté, pour atteindre la population, le meilleur canal, c'est les médias. Donc, il semblait essentiel d'impliquer activement les médias dans la lutte contre la malnutrition et les maladies associées. Perçus comme maillon essentiel de lutte contre ce fléau, les médias de proximité sont sollicités pour jouer le rôle de relais dans la stratégie d'intervention du ministère de la Santé et son partenaire l'OMS en matière de sensibilisation des populations. Nous avons le devoir d'apporter notre touche à la lutte contre cette malnutrition.
D'où la présence de ce séminaire. Et au cours de ce séminaire, nous voulons vraiment des projets très concrets pour atteindre la population afin de rayer ce mal de santé publique dans la région du Nord. Avec les taux de prévalence de 46% dans le Nord et 41,3% dans l'extrême Nord, le seuil de gravité de la malnutrition fixé à 40% par l'OMS se trouve dépassé dans ces deux régions et appelle à la mobilisation générale en vue de stopper la propagation de cette pathologie née de la crise du Sahel de 2011 et dont les ramifications ont atteint le Nord Cameroun. Au menu de cet atelier d'imprégnation figurent des techniques de l'information et de la communication, des exposés et débats autour de la problématique de la malnutrition et les maladies associées, des ateliers pratiques sur la conception et la production des supports de communication adaptés à cette situation pathologique dans la région du Nord. Toujours en rapport avec l'éducation, mais cette fois sur le chemin de l'école, parlons des préparatifs aux examens officiels de la session de 2013 avec ces élèves et enseignants qui mettent la dernière main à la pâte. Entre révision et évaluation, les candidats semblent mieux outillés pour aborder avec sérénité les épreuves écrites des examens officiels prévus dès ce mois de mai. Nos reporters Zobel Apollinaire Bonk et Benoît Dormeau ont sillonné quelques établissements d'enseignement secondaire dans la capitale économique du pays. Voici le reportage. Les candidats au BPC, probatoire et baccalauréat de l'enseignement général affrontent les épreuves écrites des examens blancs depuis les premières heures de la matinée de ce lundi 6 mai 2013. Ils entrent ainsi en scène après le passage des candidats de l'enseignement technique la semaine dernière. Au-delà de ces évaluations qui marquent la dernière ligne droite de l'année scolaire, l'attention des apprenants reste focalisée sur les examens officiels. En ce qui concerne la préparation des examens, j'essaie déjà de réviser, traiter les épreuves qu'on a eu à faire en classe. Et je crois qu'après 2 semaines, j'aurai à traiter les épreuves du baccalauréat précédent. Je me prépare bien. Actuellement, je ne peux que faire des révisions sur ce qu'on a fait tout le long de l'année. Et je n'ai pas de stress. Du côté de l'administration, l'on se veut rassurant. Pour toute école qui se respecte, notre objectif, c'est que les enfants puissent réussir. Bon, vous voyez, on est en train de faire les examens blancs, qu'ils soient enfin à jour pour réussir l'examen final. Ambiance similaire dans un autre collège situé à quelques encablures du précédent. Ici, les élèves de la 6e en terminale affrontent les épreuves écrites de la 6e séquence. En ce qui concerne les classes d'examen, les administrateurs affirment que les programmes scolaires ont été bouclés depuis le mois d'avril dernier. En attendant l'ouverture du bas des examens officiels, concentration et sérénité restent la chose la mieux partagée par les différents candidats. À l'étranger, dans cette édition d'information, on parle politique ici. Pour lancer l'an 2 de son quinquennat, François Hollande annonce un plan d'investissement sur 10 ans. En Syrie, Damas menace Israël de représailles. Et puis en Allemagne, on parle de l'ouverture à Munich d'un des plus importants procès néo-nazis de l'après-guerre. L'AFP nous livre l'essentiel de l'actualité internationale. Coup d'envoi de l'an 2 du quinquennat Hollande. Le président a réuni tous ses ministres à l'Elysée pour faire le point et rappeler son exigence de résultats pour 2013. Jean-Marc Ayrault présentera dans les prochaines semaines un plan d'investissement pour les 10 ans à venir, cible prioritaire du gouvernement, le numérique, la transition énergétique, la santé ou encore les nouvelles technologies. Tension en Syrie où la situation risque de dégénérer avec Israël. Damas menace de riposter aux frappes aériennes. Selon une ONG, au moins 42 soldats seraient morts au cours du dernier raid. Par ailleurs, la confusion règne toujours autour de l'utilisation de gaz sarin. L'ONU affirme qu'il n'existe pas encore de preuves claires, contredisant l'une de ses membres qui a déclaré que les rebelles y auraient eu recours. Premier jour d'un procès néo-nazi hors norme à Munich. 5 personnes sont jugées pour des crimes racistes envers des personnes turques ou d'origine turque. Principal accusé, Beat Zschäpe, aurait participé à une dizaine de meurtres. Des manifestants sont venus crier leur colère avant l'ouverture du procès. Des policiers ont été déployés autour du tribunal pour empêcher les débordements. Large victoire de Gaston Floss en Polynésie. Avec plus de 45% des voix, le sénateur autonomiste a devancé son rival de toujours, Oscar Temaru, aux élections territoriales. Il obtient ainsi la majorité absolue à l'Assemblée. Une victoire au goût amer pour certains élus PS, dont le député René Dosière. Dans un communiqué, il dit regretter l'élection de l'homme politique le plus condamné et le plus corrompu de la République.
C'est l'un des skateparks les plus connus au monde, en plein cœur de Londres sur les bords de la Tamise. Mais un projet d'urbanisation menace aujourd'hui les skateurs de South Bank. Pour eux, pas question que l'on touche à ce haut lieu de la contre-culture britannique. Un collectif vient même de se créer pour sauver South Bank. Leur pétition a déjà recueilli près de 30 000 signatures. En sport, athlétisme, la 3e journée des meetings interclubs vient de se tenir à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Pour cette journée, 19 clubs étaient en compétition et pendant 2 jours, près de 250 athlètes ont rivalisé d'adresse. De Yaoundé, en dames et Cameroun Sport, en messieurs, sont montés sur la première du podium. Les détails avec Bédard Bousso. Parmi les clubs engagés pour ces meetings interclubs et d'athlétisme au stade omnisport de Bafoussam, les universités de Buea, Tchonk, Maroua Douala et bien d'autres sortant fraîchement des derniers Jeux universitaires dont les plus attendus, Cameroun Sport, FAB de Yaoundé et INJS pour la plupart en préparation pour des compétitions internationales, ont compétit en course, lancé et saut en longueur entre autres. C'est donc à une prestation des athlètes en quête des minima que l'on a eu droit. Les 1000 mètres, la course la plus fatidique était au programme et c'est Jules Deleka chez les messieurs et Tata Karine chez les dames, tous des FAB de Yaoundé qui ont franchi en premier la ligne d'arrivée. Les places aux différents podiums se sont partagées entre les athlètes des différentes équipes venus glaner des points aussi pour atteindre la finale. L'on aura noté la présence de Mélanie Dogmo, médaillée d'or aux Jeux de Maputo, au lancer de poids qui a pu réaliser les minima. Au podium, les meilleurs athlètes Apes et Kanga de l'INJS en 100 mètres dames et Binanlen aux 200 mètres messieurs. Cameroun Sport avec 178 points occupe la première place au podium des messieurs en équipe, pendant que chez les dames, les forces armées et police se sont imposées. Les universités représentées en cette 3e journée attendront certainement le rendez-vous de juillet pour revenir sur les différents podiums. Le prochain rendez-vous est fixé pour le mois de juillet prochain. Michel Atiba, bonsoir une fois de plus. Bonsoir, Constant et collègues. Très bien, on le disait donc en l'entame de cette édition, l'actualité tourne autour des Lions indomptables du football avec Raymond Domenech qui est donc consenti pour remplacer Jean-Paul Akono au banc de touche de l'équipe Fagnon du Cameroun. Mais il faut dire qu'en attendant donc de connaître officiellement le nom de ce futur remplaçant de Jean-Paul Akono, la mission Manga Ongene a livré il y a quelques jours une shortlist de 3 personnes. Mais ce qui intéresse dans cette affaire, c'est que depuis ce début de semaine, l'actualité est écumée par le fait qu'une délégation officielle camerounaise est à Paris pour déjà élaborer et finaliser le contrat avec celui dont le nom revient toujours, Raymond Domenech. Tout à fait, Constant et collègues. Cette mission, vous le dites, est donc à Paris depuis quelques jours, notamment le week-end. Elle est conduite par, c'est une mission mixte qui est conduite par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Celle-ci a pour but d'aller auditionner les différents entraîneurs qui ont été retenus par la commission Jean-Manga Ongene. On parle notamment de Raymond Domenech, le français, l'ancien sélectionneur des Bleus, Sven Goran Eriksson, le suédois, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale d'Angleterre et de la Côte d'Ivoire, et bien évidemment l'allemand Volker Finke qui a entraîné en Allemagne, qui a entraîné certains clubs en Allemagne et qui a également postulé récemment pour l'équipe nationale du Sénégal. Eh bien, ces 3 entraîneurs sont donc auditionnés depuis le week-end, notamment samedi et dimanche, pour, n'est-ce pas, dénicher celui qui viendra entraîner l'équipe nationale du Cameroun. Et aux dernières nouvelles, la candidature de Raymond Domenech, le français, elle est en pole position. Le français est donc pressenti pour être le futur sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Raymond Domenech est d'ailleurs attendu au Cameroun dans les prochaines heures. Si on s'en tient à notre source obtenue ce soir au téléphone, qui nous a pratiquement confirmé l'arrivée du français au Cameroun dans quelques heures, comme je le rappelais, Constant et collègues. Mais il faut dire tout simplement que c'est une grande première que de voir donc un employeur aller vers le futur employé pour donc auditionner ce dernier. Ça, c'est des manières bien camerounaises. Qu'est-ce qui peut susciter ce genre de déplacement? Écoutez, je n'ai pas une réponse objective à vous donner, puisque l'opération semble être incomprise par les fans, les analystes sportifs et même les chroniqueurs de sport, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on va auditionner des entraîneurs qui veulent arriver ou alors qui veulent venir entraîner au Cameroun. L'opération devrait plutôt être inversée, à savoir, ces entraîneurs devraient
arriver au Cameroun et se faire auditionner. Mais si on essaie de piocher la question profondément, Constant Écolé, on s'en rend bel et bien compte que c'est une affaire de commission. Peut-être il vaudrait mieux aller en France auditionner pour pouvoir, pourquoi pas, orchestrer un flou au niveau des commissions. Semble-t-il, c'est la raison principale pour laquelle eh bien, ces entraîneurs sont auditionnés du côté de l'Hexagone. Comme vous dites que la commission Manga Ongene a définitivement mis de côté encore, cette fois, les sorciers noirs. Écoutez, Constant Écolé, c'est la palissade. Eh bien, la shortlist, elle est là. Je vais redonner les noms. Raymond Domenech en pole position, qui est d'ailleurs annoncé au Cameroun. Sven Goran Eriksson et Volker Fink. Aucun entraîneur camerounais n'a été retenu par la commission Jean Manga Ongene. Comme on dit que l'époque des sorciers noirs, l'époque donc de voir alors ces nombreux Camerounais aujourd'hui qui sont des professionnels, qui brandissent des diplômes d'entraîneurs, elle est encore loin l'époque à laquelle ils vont donc s'asseoir sur le banc de touche. Elle est encore peut-être loin d'être reconnue par les pouvoirs publics du Cameroun, même si celui qui occupe le poste en ce moment est bel et bien camerounais. Mais on se pose toujours la question de savoir pourquoi faire partie Akono aujourd'hui alors que le Cameroun est leader de sa poule, la poule I, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Pourquoi laisser Akono partir? La question hante et elle continuera toujours d'hanter les esprits de tous les téléspectateurs et même des fans du football. On dira tout simplement qu'on ne peut rien attendre. Raymond Domenech, si les sources de Camille 24 qui sont généralement très bien introduites se confirment donc, le Français pourra donc être là dans les heures qui suivent, probablement à partir de demain. On va en parler. L'autre sujet dans l'actualité, c'est la sortie du général Pierre Semengue ce jour même. Le général Pierre Semengue a donc limogé le secrétaire général de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Qu'est-ce qui explique ce limogeage, cette main dure du général Pierre Semengue à l'endroit de celui qu'on appelle ici comme son principal collaborateur? Alors, deux réponses pour, n'est-ce pas, votre question, Constant Écolé. La première réponse pour l'originalité du limogeage de Francis Wapi Laibie, le général Pierre Semengue, qui dit ne pas se reconnaître dans le communiqué de la tripartite signé le 2 mai dernier. Vous vous souvenez qu'au cours de cette tripartite, à la fin de cette réunion tripartite, ministère des Sports, Éducation physique, Association des clubs d'élite du Cameroun et bien sûr la Ligue de football professionnel, autant pour moi, eh bien, le secrétaire général avait apposé sa signature sur un document. Et bien aujourd'hui, le général Pierre Semengue, qui est donc le président de cette ligue, dit ne pas se reconnaître. Il dit n'avoir pas mandaté M. Francis Laibie Wapi pour, n'est-ce pas, donner cette réponse-là. On va le dire ainsi. C'est donc la raison fondamentale du limogeage de M. Francis Wapi Laibie, qui a été remplacé par Mme Thérèse Pauline Mangeler, communément appelée la Dame de Fer. Lorsqu'elle écumait, n'est-ce pas, les bureaux de l'Africa Foot, elle est par ailleurs chef du département des affaires sportives à la Ligue de football professionnel. Elle a donc remplacé, ou alors elle remplace Francis Laibie Wapi par intérim. Il faut quand même qu'on le rappelle. Donc c'est désormais elle qui est là par intérim. On attend bien sûr de voir. Et pour rester dans les couloirs de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Pierre Semengue, toujours lui, a plutôt décidé de mettre dans les uns et les autres au garde à vous, de les mettre dans les rangs, puisqu'il vient également de suspendre la reprise de la MTN Elite One, annoncée donc pour le week-end prochain. Il faut dire que on dirait tout simplement que c'était un renversement de situation, parce que les présidents des clubs de l'élite avaient déjà décidé de ne pas prendre le chemin de Stade il y a 2 semaines. Lui également, cette fois, il décide de les suspendre. La raison, si ces derniers ne mutent pas en club ou alors en association, vous maîtrisez bien le terme, on dit en société à régime sportif. Tout à fait. Vous avez d'ailleurs donné la réponse à votre interrogation. Tant qu'il n'y a pas de mutation en société anonyme à objet sportif, eh bien, il n'y aura pas championnat. Et là, je paraphrasais le général Pierre Semengue au cours de sa conférence de presse rendue ce jour à Yaoundé. Le général Pierre Semengue est catégorique. Tant que le club ne se transforme pas, eh bien, il n'y aura pas championnat. Cette sortie a fait des émules. Les présidents de clubs se sont également réunis. Nous avons joué quelques-uns au téléphone qui disent descendre dans les stades le week-end. Ceci veut tout simplement dire que le feuilleton est loin d'être terminé. Le général Semengue qui suspend, les présidents de clubs qui disent qu'ils vont jouer, eh bien, on peut dire que c'est du just wait
Annecy, Constant et Collet. Je souhaite ainsi, donc, mais on dirait tout simplement, si on se rappelle, lors d'un de ces passages sur ce plateau, dans ce même studio, le général Pierre Semengue disait « Je suis en mission, je dois mettre de l'ordre, que les uns et les autres soient tout simplement disciplinés. » Mais il faut dire que les présidents des clubs avaient jusqu'au 2 avril 2013 pour donc muter les clubs. Ils avaient eux-mêmes demandé un moratoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire que le général Pierre Semengue est toujours à penser qu'il se retrouve dans une caserne militaire? Eh bien, les présidents de club parlent exactement comme vous. Ils disent ne pas être dans une caserne militaire. Ils disent que la Ligue n'est pas un régime, on va le dire, militaire. Ils disent, vous l'avez dit, ils ont dit, hein, les présidents de club, qu'ils vont se transformer, mais progressivement. Mais du côté du général, eh bien, ils demandent à tout le monde de se transformer. Tant qu'il n'y a pas cette transformation, eh bien, pour le général, le championnat de football professionnel du Cameroun ne pourra pas continuer parce que, dit-il, il a pour mission également professionnaliser le football camerounais, parce qu'il a également souligné, Constant et Collet, une mission de la Fédération internationale de football association, en abrégé FIFA, sera au Cameroun au mois de novembre 2013. Si le Cameroun n'a pas un championnat professionnel, la FIFA pourrait tout simplement retirer la licence internationale au Cameroun. Et vous qui êtes donc très ancré dans les milieux sportifs, notamment avec ces présidents des clubs-là, que pensent-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils ne trouvent pas eux-mêmes qu'on ne peut pas parler d'un championnat professionnel en continuant à évoluer avec des amateurs? Est-ce que ce n'est pas tout simplement parce qu'ils voudraient rester dans leur logique qui est celle de distraire des fonds, quand on sait que l'année dernière, les fonds qui ont été par exemple versés aux uns et aux autres ont fini dans des poches personnelles et n'ont pas toujours profité aux joueurs jusque-là? Écoutez, Constant et collègues, je ne vais pas parler comme vous parce que officiellement, il n'y a qu'un seul président de club, celui de Scorpion de Mbé, qui a pris la poudre d'escampette avec la subvention de l'État l'année dernière. Mais pour le reste des présidents de club, ils ont désintéressé tous les joueurs. Mais les présidents de club, pour ce qui est, n'est-ce pas, de cette position, Constant et collègues, disent que ce n'est pas la seule raison ou alors le seul critère a dit du Cameroun un championnat professionnel. Les présidents de club disent par exemple que les infrastructures sportives ne sont pas adéquates pour jouer un championnat professionnel. Ils disent que l'État a donné pour mission à la Ligue de football professionnel de viabiliser les infrastructures sportives. Pourquoi est-ce que le général Pierre Semengue s'entête seulement à appliquer, n'est-ce pas, la leçon numéro 6? Rappelez-vous, lorsqu'il était ici, il a dit qu'il avait 6 missions. La transformation des clubs en SAOS faisait partie de la 6e mission du général Semengue. Cela veut dire qu'il y a 5 autres missions et les présidents de club se posent la question: pourquoi est-ce que les 5 autres missions n'ont pas été accomplies? Pourquoi s'accrocher sur la 6e mission, à savoir la transformation en SAOS? Et l'opinion sportive de dire: nous n'avons plus envie de nous faire distraire, que les uns et les autres se conforment tout simplement. Et parlant de conformité, c'est cette élection à la Ligue de football régionale du littoral qui n'a plus eu lieu à Douala, mais qui a été délocalisée en ce début de semaine à Yaoundé, la capitale politique du pays. C'est une nouveauté tout de même. Écoutez, Constant et Collet, nouveauté, je ne sais pas, de l'inédit, je pourrais dire oui, puisque de mémoire de reporters, ils sont tous unanimes d'ailleurs, les journalistes de sport, ils vous diront qu'ils n'ont jamais connu pareille élection, une ligue régionale du littoral, ou alors les élections d'une ligue régionale dans le littoral, déportée manu militari à Yaoundé. Eh bien, cela relève de l'inédit. Le président de cette ligue aurait donc été élu ce jour à Yaoundé, même si côté autorité administrative, on parle d'une élection illégale parce que le sous-préfet de Yaoundé 2, à savoir Mme Mireille Osegué, a fait une descente sur le terrain. Elle a tout simplement chassé les membres de cette ligue régionale du littoral qui se sont trouvés à Yaoundé. Donc, elle a à la fin, ou alors à la suite, parlé d'une élection illégale. Elle aurait même d'ailleurs instruit à tous les journalistes de faire, on va le dire quoi, le policier ou la policière pour tout journaliste qui dirait que l'élection a eu lieu ce jour à Yaoundé. Elle a même poussé le bouchon plus loin en demandant aux journalistes qui étaient sur place de rentrer, ceux de Douala qui ont fait le déplacement, de rentrer sur Douala manu militari. Donc on ne peut pas parler d'élection aujourd'hui puisque toutes les conditions n'étaient pas réunies, le quorum n'était pas atteint. Sur 67 personnes, moins de 50 ont pris part à cette élection. Le président sortant n'était pas à Yaoundé, ce qui suscite, n'est-ce pas, des grosses interrogations. Et pour rester donc sur le registre des interrogations, on voudrait ici, pour parler de l'illégalité même de cette élection-là,
interroger les textes de la Fédération camerounaise de football, notamment pour ce qui est des élections au niveau des ligues régionales? Écoutez, Constant Ecollet, nous avons fait des pieds et des mains pour pouvoir déceler ces dispositions dans les textes de la fédération ou alors dans les textes des ligues décentralisées. On se rend tout simplement compte que dans ces textes-là, eh bien, aucune mention ne le souligne. Eh bien, on se rend à l'évidence que cette élection a été organisée de manière illégale parce que nulle part il n'est dit qu'une élection d'une ligue peut être déportée pour une autre ligue. Je rappelle d'ailleurs qu'en ce moment, au niveau de la Ligue régionale du Sud, le gouverneur Jules Marcelin Diaga a demandé à reprendre les élections dans 3 départements. Tant qu'il n'y a pas repris dans ces départements-là, eh bien, il n'y aura pas élection sur le plan régional. Alors, la question constante, va-t-on déporter les élections de la Ligue régionale du Sud à Yaoundé? On trame à répondre par la négative, mais au niveau de la FECAFOOT, on vous dit que cela pourrait être possible. Très bien. C'est donc une actualité à suivre. Michel Ateba, merci donc d'être passé sur ce plateau. Merci. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le responsable du service des sports de Camus 24. Et demain, ils n'auront qu'à rester fidèles à vous, à Camus 24. Vous serez donc mardi à 17h dans le cadre de la tanière. Merci, Constant Ecollet. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information, mais avant de repartir, on retient tout simplement que les employés de la CICRAFER ont une fois de plus élu domicile sur les rails ce jour. Ils réclament 6 mois d'arriérés de salaire, avec en ligne ou alors à l'arrivée le départ de Jacques Bimaï, qui est le directeur général de la CICRAFER et son président du conseil d'administration. En agriculture, c'était aujourd'hui le lancement de la campagne agricole depuis Ngaoundéré par Essim Menyé-Lazare, le ministre en charge du développement de l'agriculture et du développement rural. Et puis en ce moment, on l'a dit, c'est peut-être pour bientôt, Raymond Domenech sur le banc de touche des Lions Indomptables, en remplacement de Jean-Paul Akono. Une mission officielle camerounaise est actuellement en Paris, dans la place hexagonale, donc, pour paraffer, probablement, finaliser tous les termes du contrat. Ce dernier est donc attendu, affaire à suivre. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Camus 24. Le meilleur est à venir. Bonsoir. Thank you.